Il y a des mathématiciens qui écrivent beaucoup. Il y a des mathématiciens qui écrivent des milliers de pages. Donc, sans doute, il leur faut le temps d'écrire. Hein. Mais la plupart des mathématiciens conversent, parlent entre eux, et c'est en parlant à d'autres, en parlant à ceux avec lesquels on a le même langage convenu souvent, qu'on avance. Et ça doit exister un peu dans toutes les disciplines, mais dans toutes les disciplines expérimentales ou d'observation, la référence, c'est quand même la relation au réel. Et pour les mathématiciens, certains vont dire que c'est la relation avec le réel mathématique. Et certains vont dire que le réel mathématique est plus réel que n'importe quelle réalisation de ce réel dans la vie que nous connaissons. Alors si je parle comme ça signifie que je ne suis pas platonicien et la quasi-totalité des mathématiciens sont platoniciens. Moi compris. Oui, oui. Mais on est forcément, comme mathématicien, platonicien dans son métier. C'est-à-dire quand on fait des mathématiques, on n'est pas libre d'inventer ce qu'on veut. Hein. On a devant soi des objets de réflexion. Et ces objets de réflexion, alors, est-ce qu'ils sont issus du monde des idées? Est-ce qu'ils sont issus de la pratique humaine transformée par des mathématiciens? Moi, je pense que ça vient de la pratique humaine transformée par des mathématiciens. Je vais prendre un seul exemple, si tu veux, mais c'est l'exemple dont je rabats les oreilles ces temps-ci. Une sphère, qu'est-ce que c'est? Une sphère, tout le monde connaît la définition avec le centre et le rayon. Hein? C'est la définition d'Euclide, il n'y a rien qui soit plus simple. Hein? Et puis, des sphères, les enfants en connaissent, il y a les ballons, il y a les bulles de savon, il y a l'écorce d'une orange, tout ça c'est des sphères. Mais oui, mais les sphères qu'on voit, qu'on manipule, qu'on pèse, elles n'ont jamais de centre. On ne voit jamais le centre. Donc, la définition mathématique est une pure abstraction. Alors, certains pourront dire, oui, mais la sphère des mathématiciens, elle existe de toute façon dans le monde des idées. Il suffisait de sortir de la caverne de Platon et on rencontrait la sphère définie par son centre et son rayon. Mais mon hypothèse, c'est non. C'est qu'il a fallu une élaboration intellectuelle magnifique pour arriver à cette définition de la sphère, grâce à laquelle, effectivement, on peut avoir toutes les propriétés de la sphère, les propriétés angulaires, les propriétés métriques, les propriétés de courbure. On peut les avoir à partir de cette définition-là, beaucoup, beaucoup mieux que si on disait « Ah ben c'est une surface, quand on met la main autour, on éprouve toujours la même impression ». Alors, Jean-Pierre vient de montrer que, comme la plupart des mathématiciens, il est en même temps philosophe. Ce n'est pas mon cas. Et je crois que je suis une exception sur ce plan. Ceci dit, je crois que les Américains, et pas seulement eux, distinguent deux sortes de mathématiciens. Il y a les problem solvers, ceux qui résolvent des problèmes posés depuis plus ou moins longtemps. Et je ne sais plus très bien comment ils appellent les autres, mais en gros, ce sont ceux qui bâtissent des théories. D'une certaine façon, et justement l'exemple dont tu parlais tout à l'heure entre nous de Grothendieck montre que justement, si on bâtit une théorie, ce n'est pas pour elle-même, mais pour qu'elle résolve des problèmes. J'avais entendu un jour, dans une commission, Verdier, il disait « X est une brillante machine intellectuelle et Y
et celui, d'autre part, qui travaille de façon obsessionnelle. L'obsession, c'est un moyen de faire travailler le subconscient sans trop s'investir consciemment. Mais alors il faut mettre la machine en route. Donc je ne vois pas de contradiction entre machine intellectuelle et obsession. Si tu ne mets pas la machine en route, l'obsession, elle va tourner à vide. Peut-être qu'il y a simplement une part de conscient plus grande chez l'un que chez l'autre. Ah, peut-être, oui. Mais oui. Oui. Je crois que Serre m'a dit un jour que beaucoup d'idées lui venaient la nuit. Oui. Ça signifie qu'il a mis la machine en route par travail, et puis qu'ensuite la machine, elle travaille. Tout le monde connaît l'histoire de Poincaré. Poincaré et la marche d'autobus, c'est ça. Oui. Et Villani, dans son livre, a une autre formule que j'aime bien, la ligne directe. C'est-à-dire quelque chose qui arrive comme ça tout à coup. Il appelle ça la ligne directe. Oui, oui. Et ça m'est arrivé une fois. Oui. Je rédige normalement très lentement. Et sur une démonstration particulièrement difficile, j'ai écrit un jour 10 lignes qui venaient, je ne sais pas d'où, je crois qu'on est obligé de dire de l'inconscient. Non, mais... Même quand je travaille maintenant, à bientôt 89 ans, je suis quand même moins obsédé que je l'étais par les questions auxquelles je m'intéresse. Oui, moi maintenant je fais plus beaucoup de mathématiques, mais c'est... Oh, c'est pas vrai. Comment? C'est pas vrai ce que tu dis. Non, mais ce qui m'amuse, c'est que j'ai éprouvé une grande joie, justement par... bon, très souvent, je m'oriente de travers. C'est-à-dire, je cherche à démontrer quelque chose, c'est pas vrai, et je démontre le contraire. À force de réfléchir, par exemple, en pensant qu'une hypothèse est fausse, eh ben, il arrive qu'on puisse montrer que l'hypothèse est vraie. Et là, je croyais savoir que la méthode que j'avais ne pouvait pas aboutir au résultat. Eh bien, il suffisait que j'ai une bonne position dans le fauteuil électrique pour que ça se révèle tout d'un coup qu'il y avait juste une propriété évidente à mettre en évidence. Et bon, ça fait plaisir quand ça arrive. Il y a une autre chose qui arrive souvent, c'est qu'on croit démontrer aussi bien une propriété que son contraire. Et c'est une situation que je trouve très agréable parce qu'on est forcé à ce moment-là de voir que l'une au moins est fausse. Ah oui. Oui. Donc c'est une situation où on sait qu'on peut avancer. Ah oui. Oui, en fait, quand on se sent coincé, c'est psychologiquement un peu désagréable, mais c'est une bonne condition pour avancer. Parce que quand on est coincé, il y a une faute quelque part, il faut le découvrir. Oui. J'ai fait une 4e année, donc après la Greg, et j'ai eu la chance d'être envoyé au CNRS après, comme attaché, sans aucun diplôme, même pas une thèse de 3e cycle, aucune publication. Ça, c'est absolument impossible aujourd'hui. À cette époque-là, au moins en mathématiques, les chercheurs au CNRS n'étaient même pas rattachés à des établissements comme les universités ou des instituts. On était un peu livrés à soi-même, ce qui n'était pas sans danger. Il y a quelques chercheurs qui sont encalaminés dans leurs recherches et qui n'avaient plus aucune vie autre que leur recherche, et c'était dangereux même pour leur santé. C'est pour ça, je pense que quelques années plus tard, les chercheurs au CNRS en maths ont été affectés à des établissements. Ça leur permettait
d'avoir une certaine vie associative. Et les conversations, ben, elles avaient lieu après les cours et séminaires. Comme ça que ça se passait. Comme activité d'intérêt général à cette époque-là du CNRS, on était censé rédiger des notices sur le bulletin signalétique, je crois que ça s'appelait comme ça. Il y avait une antenne quelque part dans Paris, et c'était le petit pinceau qui était demandé aux chercheurs. Ils avaient à prendre, je ne sais pas, des articles des Math Reviews et à les résumer, juste comme ça. Bon, ça, c'était tellement triste et sans intérêt que ça s'est cassé la gueule tout seul. Hein.